Je choisis comme fils symbolique un chronomètre cassé, le temps qui triche, une tasse ébréchée, ce qui reste, une odeur de térébenthine, la mémoire qui remonte, et une photo pliée, la vérité qui ne tient pas à plat. La narration avance comme une marche dans un appartement trop calme, d'abord l'illusion que tout est guéri, puis une preuve minuscule qui contredit cette paix, puis l'idée insupportable que le passé n'a pas seulement laissé des traces. Il a laissé un rendez-vous. La pendule ne fait plus de bruit depuis des années, et pourtant ce soir-là je l'entends. Pas un tic-tac réel, non. Une sensation, un frottement intérieur, comme si une aiguille invisible cherchait encore sa place dans l'air. La lumière de la cuisine tombe en biais, froide, presque médicale, et découpe le carrelage en rectangle pâle. La pluie tape doucement au rebord de la fenêtre, sans colère. Ce serait une soirée ordinaire, si mon corps ne s'était pas mis, sans prévenir, à écouter. Je tiens la tasse entre mes mains. Elle est ébréchée sur le bord, une blessure propre, ancienne, que j'ai cessé de regarder. Le café a refroidi, il sent plus l'amertume que la chaleur. Je bois quand même, par habitude, et c'est là que je le sens. Une odeur, infime d'abord, comme une porte qu'on entr'ouvre dans un couloir interdit, térébenthine, bois humide, papier trop longtemps enfermé. Mon ventre se serre, pas de peur, d'un réflexe plus ancien, plus précis. Je repose la tasse trop vite, et elle claque contre la table. Le son est sec, réel. Il me fait lever les yeux. La pendule est là, au-dessus du cadre de la porte, exactement où je l'ai toujours laissée, comme un meuble moral, la preuve que je suis capable de vivre sans compter. Ces aiguilles ne bougent plus. Elles se sont arrêtées sur une heure absurde, un angle qui ressemble à un geste interrompu. J'ai oublié quand, j'ai oublié pourquoi. Et c'est cela, le premier mensonge du temps. Il efface les raisons en laissant l'objet, silencieux, faire semblant d'être innocent. Je me lève. Mes pieds nus cherchent la chaleur, ne trouvent que le froid du sol. J'avance vers le couloir, lentement, parce que le silence me paraît trop dense pour être traversé vite. À chaque pas, le parquet répond par de petites plaintes. Je connais ces bruits. Je les ai appris comme on apprend une langue pour ne pas parler d'une autre. Pourtant, ce soir, un bruit se glisse entre eux, plus subtil, le frisson d'un papier qu'on effleure. Je m'arrête net. La maison aussi, on dirait, retient sa respiration. Je n'ai pas de papier dans le couloir, rien de posé là. Et pourtant, je suis sûr d'avoir entendu. Je recule d'un demi-pas. La pendule me regarde avec son visage immobile. Je tends la main vers le mur, à l'endroit où la peinture est un peu plus mate, comme si quelqu'un y avait posé la paume trop souvent. Mes doigts glissent. Rien. Pas de fissure. Pas de défaut. Et pourtant, la peau reconnaît une irrégularité minuscule, une légère résistance, un grain qui ne devrait pas être là. Je pense, ce n'est rien. Puis je pense, si ce n'était rien, je ne serais pas en train de compter mes respirations. Je vais jusqu'au meuble bas près de l'entrée, celui où je range les clés, les factures, les choses utiles. Un tiroir grince, à l'intérieur des papiers, trop de papiers, la vie moderne empilée en silence. Je fouille, sans savoir ce que je cherche, jusqu'à sentir sous mes doigts une texture différente, plus épaisse, presque veloutée. Je tire, une enveloppe, petite, sans timbre, ivoire, un peu sale sur les bords, et là, comme un coup discret mais parfaitement placé, le parfum de térébenthine se réveille, plus net, plus intime, comme s'il avait attendu ma main pour exister. Je reste immobile, l'enveloppe suspendue au-dessus du tiroir. Je ne me souviens pas l'avoir mise là, je ne me souviens pas de l'avoir reçue, et pourtant, elle est chaude, comme si quelqu'un venait de la poser. Mon pouce passe sur le rabat. La colle est ancienne, mais intacte, sur le coin, une marque presque effacée, un cercle imparfait, tracé au crayon qui ne se referme pas. Je le fixe. Mon cerveau essaie de lui donner un sens banal, un signe de tri, un gribouillis, une erreur. Mais mon corps, lui, répond autrement. Il se souvient d'une pièce sombre, d'une table tachée, d'un pinceau oublié dans un verre, d'une voix qui disait de ne pas fermer le cercle. Jamais. Je recule vers la cuisine. Je pose l'enveloppe sur la table, près de la tasse ébréchée, comme si les deux objets se connaissaient. Le froid de la fenêtre tire sur ma nuque. Je le sens, ce froid, comme une main qui me guide sans me toucher. Je prends un couteau, non pour ouvrir, mais pour me donner une raison d'avoir quelque chose dans la main. Le métal est trop brillant. Il ne correspond pas à ce moment. Je le repose. Je devrais appeler quelqu'un. À qui? Je devrais rire. Je n'y arrive pas. Je devrais laisser l'enveloppe là et continuer ma soirée. Et c'est là que le temps me trahit une seconde fois. Je comprends que ma soirée, telle que je la connaissais, n'existe plus.
Elle vient de se fissurer doucement, sans bruit, exactement comme la tasse. Je retourne l'enveloppe. Au dos, une écriture. Mon prénom. Le mien, oui, mais pas comme je l'écris aujourd'hui. Les lettres sont plus rondes, plus sûres, comme si la main n'avait pas encore appris la prudence. Je sens une chaleur monter dans ma poitrine, une chaleur qui n'a rien de doux, une chaleur de honte peut-être, ou de vérité. Je m'assois, enfin. La chaise gémit sous mon poids comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle aussi avait gardé une mémoire. Je n'ouvre toujours pas. Je colle l'enveloppe contre ma paume. L'odeur insiste. Térébenthine, papier, un fond de lavande sèche, et quelque chose d'autre plus dérangeant, une note métallique presque comme du sang sur une pièce de monnaie. Je ferme les yeux. Une image arrive sans demander la permission, une porte fermée, une poignée froide, et une fine ligne rouge qui pend. Comme un fil du bas de la serrure, pas une corde, pas une laine, un fil tendu, vivant, trop précis. Je le vois si clairement que je recule dans ma chaise. Quand je rouvre les yeux, l'enveloppe est toujours là, la pendule, toujours arrêtée, a l'air de me dire que ce que j'appelle jadis n'est qu'un endroit où je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je regarde la tasse. L'ébréchure ressemble à une petite bouche ouverte, prête à parler. Je comprends alors la première conséquence, concrète, immédiate. Si cette enveloppe est là, quelqu'un a traversé mon silence. Et si quelqu'un a traversé mon silence, c'est que mon silence n'a pas protégé ce qu'il prétendait protéger. Je glisse l'ongle sous le rabat. Pas encore pour ouvrir, juste pour sentir la résistance. La colle cède à peine, comme un secret qui ne demande pas la force, seulement l'accord. Et, au même instant, dans le couloir, la pendule émet un son minuscule, un seul clic, sec, impossible, comme si une aiguille venait d'essayer de repartir. Le bruit avait commencé avant même que je comprenne d'où il venait. Pas un choc, pas un cri, juste ce frottement discret, obstiné, comme deux feuilles qu'on frotte l'une contre l'autre pour faire naître une étincelle sans lumière. La pluie, dehors, travaillait en silence sur les vitres, et l'odeur d'asphalte mouillé montait par petites bouffées, froide, métallique, avec ce fond de linge sec qui me rappelait les couloirs d'enfance. J'avais laissé la lampe du salon allumée, trop basse, pour que les angles de la pièce restent vivants. Le fauteuil gardait l'empreinte de mon dos. La tasse ébréchée sur la table refroidissait en une peau fine de café. Et la montre, posée à côté, n'avait pas bougé depuis des années. Je disais parfois que c'était un caprice de collectionneuse, une vieille habitude. En vérité, je gardais cette montre arrêtée comme on garde une faute immobile. L'aiguille des minutes fixée dans son entêtement, les chiffres polis par des doigts qui n'étaient plus là. Elle s'était arrêtée sur une heure précise, celle où le temps, pour moi, avait cessé d'être un fleuve et était devenu une mare. Je prétendais l'oublier, mais je la plaçais toujours au même endroit, dans le même rectangle de lumière, comme si un objet pouvait surveiller ce que je refusais de regarder. Ce soir-là, le frottement se répéta, une fois, puis encore. Je crus d'abord à un voisin, à un courant d'air, à la ville qui se plie et se déplie la nuit. Je me levai sans bruit. Le parquet, sous mes pieds venus, était froid, presque humide, et je sentis cette fine poussière qui colle à la plante du pied comme un secret qu'on traîne d'une pièce à l'autre. Je passai près de la fenêtre. Le rideau de lin respirait à peine. Dans la rue, un taxi glissa laissant sur le bitume un reflet jaune qui se déforma comme un sourire forcé. Rien d'anormal. Et pourtant, quelque chose dans l'air avait changé de densité, comme si la maison avait décidé de retenir ma respiration avant moi. Je revins vers la table et mon regard tomba sur la photo. Elle était retournée, face contre le bois, comme je le faisais toujours. Je n'aimais pas les regards qui restent ouverts quand on ne les invite plus. Je la pris entre deux doigts. Le papier avait cette texture douce et sèche des choses qu'on a trop manipulées, comme un tissu qu'on aurait frotté 1000 fois au même endroit. Je la retournai malgré moi. L'image était simple. Un trottoir, un bout de façade, une silhouette à moitié coupée, et une main qui semblait vouloir dire au revoir sans se décider. Rien de spectaculaire, rien de tragique. Rien qui mérite une place dans un cadre. Sauf que je connaissais ce fragment. Je connaissais la lumière, cette lumière d'hiver qui écrase les couleurs et rend tout plus vrai. Je connaissais ce geste. Je connaissais l'endroit où l'on avait pris la photo, même si je m'étais juré de ne plus y penser. Je reposai la photo et, à cet instant, le frottement s'arrêta net, comme si la maison m'avait entendu. Le silence qui suivit n'était pas paisible. Il avait la forme d'une attente. Je sentis ma gorge se serrer. Pas de peur, plutôt de reconnaissance, comme lorsqu'un parfum oublié revient et vous prend par l'intérieur. Je n'avais pas le droit d'être surprise.
Je savais depuis le début que ce que le temps n'avait pas guéri finirait par réclamer son dû, un jour ou l'autre. J'avais juste espéré que ce jour viendrait après moi. Je m'assis. La chaise grinça légèrement. Plainte courte d'un bois, fatigué. Mes doigts cherchèrent la tasse ébréchée comme un repère. Le bord fendu me râpa la pulpe. Cette sensation me ramena brutalement à une autre pièce, à une autre table, à un autre café trop tiède, et à une phrase que je n'avais pas su terminer. Je fermai les yeux une seconde. Derrière mes paupières, la même image revenait, insistante. Un couloir étroit, l'odeur d'un manteau mouillé, une porte qu'on referme sans claquer, et cette minute précise où j'avais décidé de me taire. Pas pour protéger, pas par sagesse, par lâcheté simple, nue, sans excuse. Quand je rouvris les yeux, la montre me fixait avec son heure figée. Je la pris dans la paume. Le métal était froid, mais j'eus l'impression d'y sentir une chaleur ancienne, celle d'une peau posée dessus autrefois. Je la retournai. Sous le boîtier, il y avait cette micro-rayure, presque invisible, que j'avais faite moi-même, le jour où j'avais tenté de la réparer. Je m'étais arrêté à mi-geste, comme toujours. Je m'étais dit, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Et j'avais rangé l'outil, lavé mes mains, repris ma vie comme on replie un drap sur un lit défait. Le frottement reprit, plus près. Cette fois, je compris. Ce n'était pas derrière la cloison, ni dans la rue. C'était sous moi, sous le plancher. Un bruit de papier qui se déplace lentement, comme si quelqu'un, là-dessous, tournait une page sans vouloir qu'on l'entende. Mon ventre se contracta. J'avais vécu des années avec un plancher qui craque, un chauffage, capricieux des tuyaux qui chantent. Mais ce son-là n'appartenait à aucune mécanique. Il appartenait à une intention. Je posais la montre. Je ne regardais pas l'heure. Elle n'existait pas. Je regardais mes mains. Elles tremblaient légèrement, pas de panique, plutôt d'effort, comme si mon corps portait une charge qu'il n'avait jamais déposée. Je me levais lentement. J'allais jusqu'au coin de la pièce où la lumière touche à peine le sol, là où la poussière s'accumule comme une neige grise. Je m'accroupis. Mon genou toucha le parquet et je sentis, à travers le tissu, la dureté du bois, son froid obstiné. Je posai la paume au sol. Le frottement s'arrêta encore, comme si on attendait mon autorisation. Je retenais mon souffle quand je remarquai le détail. Une lame de papier, mince, dépassait d'une fente presque imperceptible entre deux lattes. Pas une enveloppe, pas un paquet, juste un bord blanc, déjà jauni, qui semblait avoir cherché la lumière pendant longtemps. Je l'effleurai du bout de l'ongle. Le papier vibra légèrement, comme une peau, et l'air tout à coup porta un parfum qui n'avait rien à faire ici. Une note de savon, de tabac froid, et quelque chose de floral, très ancien, qu'on n'oublie pas quand on l'a aimé. Je retirai la main. Mon cœur battait plus vite, mais ce n'était pas l'urgence. C'était la certitude qui s'installe, celle qui dit que le temps n'avait pas guéri parce qu'il n'avait jamais eu la matière pour le faire. Il n'avait eu que mon silence, posé, dessus comme un couvercle. La pièce est plus froide qu'avant, comme si le temps avait reculé d'un pas. Je suis assise, immobile, et pourtant tout en moi bouge. Ce que je croyais avoir compris commence déjà à se fissurer. Il y a cette sensation étrange, presque physique, quand une vérité partielle se révèle pire que l'ignorance. Le silence, soudain, n'est plus un refuge. Il devient une pression sourde contre la poitrine. Je repense à ce détail que j'avais presque ignoré. Une date, une heure, un mot mal placé. Rien de spectaculaire, juste assez pour troubler l'ordre fragile que je m'étais construit. À l'époque, je n'avais pas posé de questions. Je m'étais contenté d'accepter. Accepter est parfois plus simple que comprendre. Mais maintenant, ce détail revient, insistant, comme un refrain qu'on ne peut plus faire taire. Je me lève. Le sol craque sous mes pas, un bruit sec qui me surprend moi-même. Chaque son semble amplifié, comme si la maison retenait son souffle. Je passe la main sur le mur lentement. La peinture est plus rugueuse à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là. Je sais seulement que mon corps a compris quelque chose avant mon esprit. Une image me traverse. Un souvenir flou, longtemps enfoui. Je revois une scène banale, presque insignifiante à l'époque. Une porte entr'ouverte, une voix basse, un rire nerveux qui s'interrompt trop vite. Je n'avais rien dit. J'avais continué mon chemin, persuadé que certaines choses ne me concernaient pas. Aujourd'hui, ce souvenir change de couleur. Ce n'est plus de la banalité. C'est un avertissement que je n'ai pas su lire. Je m'assois de nouveau. Mes mains tremblent légèrement. Pas de peur, pas encore. Plutôt cette tension intérieure, ce moment où l'on sent que la prochaine question va coûter cher. Parce qu'une fois posée, elle ne pourra plus être retirée. Je me demande si je suis prête à payer ce prix. Si je suis prête à perdre ce que je crois encore tenir debout.
Le temps semble hésiter. L'horloge, là-bas, fait toujours semblant d'avancer, mais quelque chose cloche. Elle indique une heure impossible, une heure qui ne correspond à rien de réel. Je l'ai déjà remarqué autrefois. Je m'étais dit que ce n'était qu'un objet défectueux. Aujourd'hui, cette excuse ne suffit plus. Pourquoi n'a-t-elle jamais été réparée? Pourquoi personne n'en a parlé? Je ferme les yeux. Une autre question s'impose, plus dangereuse encore. Et si ce que je prends pour une erreur était en réalité une trace volontaire, un oubli soigneusement laissé en place, un mensonge par omission plus discret que tous les autres, le genre de mensonge qui survit au temps parce qu'il ne fait pas de bruit. Je respire lentement. L'air a une odeur particulière, métallique, presque familière. Je n'arrive pas à dire d'où elle vient, peut-être d'un souvenir d'enfance, peut-être d'un moment que j'ai choisi d'oublier. Cette odeur me donne la certitude que je ne suis pas face à une simple coïncidence. Quelque chose relie tous ces détails, et ce quelque chose me concerne directement. Je me surprends à murmurer une question à voix basse. Pas un nom, pas encore, juste une hypothèse. Elle flotte dans l'air quelques secondes, lourde, inconfortable. Je n'ose pas la formuler complètement, comme si la dire à moitié suffisait déjà à la rendre réelle. Mon cœur bat plus vite. Ce n'est plus de la nostalgie, c'est le risque. Je comprends alors que le doute ne va plus me quitter. Il s'est installé, calmement, sans fracas. Et je sais aussi qu'à partir de maintenant, chaque souvenir devra être relu à la lumière de cette nouvelle possibilité. Rien ne sera intact. Même les moments que je croyais les plus doux. Je me lève une dernière fois et je regarde autour de moi. La pièce n'a pas changé. Les objets sont à leur place. Mais leur sens, lui, s'est déplacé. Comme si quelqu'un avait discrètement tourné le décor pendant que je regardais ailleurs. Et au fond de moi, une pensée refuse de se taire. Si cette vérité commence seulement à apparaître maintenant, qu'est-ce qu'elle m'a déjà coûté sans que je m'en rende compte? Je m'approche de la fenêtre. Dehors, la lumière baisse lentement. Le jour n'est pas encore fini, mais il s'efface déjà. Je sais que la prochaine étape ne dépendra plus du hasard. Quelque chose m'attend lié à cette heure impossible, à cette porte entr'ouverte, à ce silence trop bien entretenu. Et je sens, avec une clarté troublante, que je n'aurai bientôt plus le luxe de détourner le regard. La pluie avait cessé sans prévenir, laissant derrière elle cette odeur métallique que le temps dépose sur les souvenirs qu'il n'a pas guéris. Je marchais plus lentement, comme si chaque pas risquait de réveiller quelque chose qui dormait encore sous ma peau. Ce n'était plus seulement une douleur ancienne, c'était une présence, silencieuse, tenace, et surtout trop précise pour être ignorée. Un détail revenait sans cesse, s'imposant à moi avec une clarté presque violente. Une date. Je ne savais pas encore pourquoi elle comptait, seulement qu'elle refusait de me lâcher. Elle apparaissait partout, sur un reçu froissé, gravé sur un vieux cadre, murmuré par le tic-tac d'une horloge qui semblait ralentir exprès quand je la regardais. Le temps, lui, faisait semblant d'avancer, mais je sentais bien qu'il me ramenait en arrière. Je pensais avoir compris. Je croyais même avoir accepté. Pourtant, plus j'approchais de la vérité, plus elle se dérobait, changeant de forme, comme un visage aperçu à travers une vitre mouillée. Une certitude se fissurait. Ce que j'avais toujours tenu pour acquis ne tenait peut-être que sur un silence mal posé, un silence que j'avais protégé, parfois même défendu, sans jamais me demander qui il blessait vraiment. Mon corps réagissait avant mes pensées, les mains froides, la gorge serrée, ce battement irrégulier dans la poitrine, comme si le cœur refusait le rythme que je lui imposais. Quelque chose voulait sortir, mais je n'étais pas sûr de vouloir l'entendre. Puis il y eut cet objet, anodin en apparence, presque ridicule par sa simplicité. Je l'ai tenu quelques secondes, trop longtemps pour que ce soit un hasard. Sa texture m'a traversé la mémoire comme une décharge, même poids, même odeur, même couleur qu'autrefois. Sauf que cette fois, il portait une trace que je n'avais jamais remarquée, ou que j'avais choisi d'ignorer. À cet instant, une première réponse s'est dessinée, et aussitôt, une question plus grande l'a remplacée. Si cela était vrai, alors tout le reste devait être relu. Chaque geste, chaque absence, chaque parole non dite. Le passé n'était plus figé, il bougeait encore. Je me suis arrêté. Le monde autour de moi continuait, indifférent. Les voitures passaient, les lumières s'allumaient une à une, et moi je restais là, suspendu entre ce que je croyais avoir compris et ce que je n'étais pas prêt à affronter. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement de se souvenir, mais de choisir ce que j'allais faire de cette vérité naissante, avant qu'elle ne décide pour moi. La porte se referme derrière moi sans bruit, mais quelque chose, à l'intérieur,
Clac, comme une gifle. Le couloir paraît plus étroit qu'avant, l'air plus lourd. Chaque pas me coûte. Le temps, jusque-là discret, devient une pression contre ma poitrine. Il n'est plus un souvenir flou, il est une menace concrète. Ce que je viens de comprendre ne peut plus être remis à plus tard. Je m'assieds sans vraiment m'en rendre compte. Le tissu du fauteuil est râpeux sous mes doigts. Je respire lentement, comme si ralentir mon souffle pouvait aussi ralentir ce qui arrive. Mais rien ne ralentit. Tout s'accélère, même le silence. Surtout le silence. Il s'est installé entre les murs, épais, presque hostile. Celui que j'ai entretenu pendant des années. Celui qui a protégé autant qu'il a détruit. Je repense aux choix que j'ai faits. Pas les grands, pas ceux qu'on raconte, les petits. Ceux qu'on justifie en se disant que ce n'est pas le bon. Moment que demain sera plus simple. Chaque renoncement revient maintenant, aligné comme des témoins muets. Et au milieu de tout ça, cette vérité. Elle ne crie pas. Elle attend. Elle me regarde. Elle exige quelque chose. Il y a une peur très précise qui me traverse. Pas celle d'apprendre, mais celle de parler. Dire la vérité, ce serait rompre un équilibre fragile, fissurer des vies qui tiennent encore debout grâce à ce mensonge ancien. Me taire, ce serait continuer à vivre avec ce poids, accepter que le temps n'a pas guéri parce que je ne l'ai jamais laissé faire. Le dilemme est là, nu, sans détour possible. Je ferme les yeux une seconde. Une image revient. La même. Encore. Le même geste interrompu. La même phrase jamais finie. Je comprends enfin que ce n'est pas le passé qui me poursuit, mais la décision que je n'ai jamais prise. Le temps n'a pas échoué. C'est moi qui ai arrêté l'horloge. Quand je rouvre les yeux, quelque chose a changé. Pas autour de moi, en moi. Il y a cette certitude étrange, presque calme, que quoi que je fasse maintenant, il y aura une perte. La seule question est de savoir laquelle je suis prêt à porter. Et tandis que cette pensée s'installe, un détail que je n'avais pas remarqué jusque-là prend soudain tout son sens. Le temps s'est remis à couler sans bruit. Pas comme avant, jamais comme avant, mais avec cette lenteur nouvelle qui ressemble à une cicatrice refermée. Je me souviens de l'odeur de la pièce ce jour-là, un mélange de poussière, chaude et de linge ancien, comme si l'air lui-même avait attendu ce moment pour se libérer. Je tenais l'objet entre mes mains, celui que j'avais évité pendant des années, et il me semblait soudain plus léger, presque ordinaire. C'est ainsi que les choses les plus lourdes se vengent. En devenant simples, je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Il y a eu d'abord ce calme étrange, cette absence de tumulte, comme après une tempête quand la mer fait semblant d'être sage. Les souvenirs ne se sont pas rués sur moi. Ils ont avancé à pas lents, un par un, respectueux, comme s'ils savaient que je pouvais enfin les regarder s'enfuir. J'ai revu des scènes banales, une table mise trop tôt, une fenêtre restée ouverte, une phrase interrompue, et j'ai compris que la douleur ne venait pas de ce qui s'était passé, mais de ce qui n'avait jamais été dit. Le silence avait fait son œuvre. Il avait rongé les angles, déformé les intentions, transformé l'amour en absence et l'absence en faute. J'avais cru que le temps arrangerait tout. C'était faux. Le temps ne guérit rien tout seul. Il attend qu'on ose l'affronter. Ce jour-là, j'ai compris que je m'étais protégé en me taisant et que cette protection avait fini par me condamner. Le paradoxe était cruel. Pour survivre, j'avais choisi le mutisme. Pour vivre, il fallait maintenant parler, au moins à moi-même. Je me suis assise. Le geste était simple, presque anodin, mais il a marqué quelque chose. Je me suis autorisé à rester, à ne pas détourner le regard, à laisser les questions ouvertes respirer enfin. Certaines n'auraient jamais de réponse, d'autres, je les portais déjà en moi depuis toujours, et il y avait cette vérité, la plus inconfortable. Personne ne m'avait volé ces années. Je les avais déposées une à une au pied du silence, croyant qu'elles y seraient en sécurité. Une horloge, dans la pièce d'à côté, s'est remise à fonctionner. Le tic-tac était irrégulier, imparfait, mais vivant. J'ai souri malgré moi. Ce bruit, minuscule, disait plus que tous les discours. Le temps avançait, même après tout cela, même après moi. Il ne demandait pas la permission. Il offrait seulement une direction. J'ai pensé aux choix que je n'avais pas faits, aux mots que j'avais gardés pour plus tard, à ce plus tard qui n'était jamais venu. Et pour la première fois, cette pensée ne m'a pas écrasé. Je me suis levé, pas pour partir, mais pour marquer une frontière. Il y avait un avant, et il y aurait un après. L'après ne serait pas plus simple ni plus doux, mais il serait vrai. J'ai rangé l'objet à sa place, non plus comme un secret, mais comme un souvenir, et j'ai laissé la pièce telle qu'elle était. Rien à effacer, rien à corriger, tout à accepter. La vérité n'avait pas réparé le passé. Elle m'avait simplement rendu l'avenir. En refermant la porte, j'ai senti une hésitation.
une fraction de seconde, comme si une part de moi voulait encore se retourner, vérifier, s'assurer que rien ne me poursuivait. Mais il n'y avait plus rien derrière, seulement ce qui avait été et ce qui avait enfin cessé de me définir. Le temps, lui, continuait, indifférent et fidèle, et je me suis demandé, sans urgence, sans peur, ce que nous ferions désormais l'un de l'autre.